Depuis plusieurs jours, un terme étrange circule dans certains cercles militaires et sur quelques médias alternatifs, le missile zombie. Un mot presque sensationnaliste qui peut faire sourire mais qui renvoie en réalité à une évolution très concrète de la stratégie russe en Ukraine. Moscou affirme avoir, pour la première fois, utilisé ce type de missile pour frapper un dépôt d'armes ukrainien et détruire un système de roquettes américain HIMARS. Alors première question, Jean, est-ce qu'on est face à un simple effet d'annonce ou à quelque chose de beaucoup plus structurant sur le plan stratégique? Très clairement, Claire, on est au-delà du slogan. Le terme missile zombie masque en réalité une logique militaire extrêmement rationnelle, presque froide. La Russie ne cherche pas ici la prouesse technologique spectaculaire, mais l'efficacité dans la durée. Ce qui est frappant, c'est que ces frappes s'inscrivent dans un moment très particulier du conflit. Une guerre qui s'enlise, une Ukraine de plus en plus dépendante de systèmes occidentaux coûteux et des alliés qui commencent à compter chaque missile livré. Autrement dit, derrière cette attaque ciblée, il y aurait un message adressé non seulement à Kiev, mais aussi et peut-être surtout à Washington et à l'OTAN. Exactement. La destruction d'un HIMARS et d'un dépôt logistique n'est pas seulement un succès tactique, c'est un signal stratégique. Moscou montre qu'elle s'adapte, qu'elle recycle, qu'elle contourne et surtout qu'elle peut frapper l'arrière de la machine de guerre ukrainienne tout en épuisant les ressources adverses. Et c'est là que l'histoire devient réellement intéressante. Avant d'entrer dans la dimension technologique de ces fameux missiles zombies, revenons d'abord au contexte. Les frappes russes évoquées par le ministère de la Défense de Moscou fin janvier ne ressemblent pas aux séquences classiques que l'on observe depuis 2 ans. On ne parle plus uniquement de frappes de front, mais d'attaques profondes, ciblant ce que certains analystes appellent désormais la colonne vertébrale de l'effort de guerre ukrainien. Qu'est-ce qui change concrètement sur le terrain, Jean ? Ce qui change, Claire, c'est la logique même de la campagne militaire russe. Depuis plusieurs semaines, Moscou a clairement déplacé le centre de gravité de ses frappes. Les cibles prioritaires ne sont plus seulement les unités combattantes en première ligne, mais les infrastructures qui permettent à l'armée ukrainienne de tenir dans la durée. Dépôts de munitions, centres logistiques, installations énergétiques, ateliers de maintenance et surtout les systèmes occidentaux à haute valeur stratégique comme le HIMARS américain. Justement, parlons-en. Le HIMARS est présenté depuis des mois comme un atout majeur de Kiev, presque comme une arme game changer. Or, Moscou affirme qu'un de ces systèmes a été localisé, suivi puis détruit par un drone kamikaze. Est-ce crédible ? Oui, et c'est précisément ce qui inquiète les états-majors occidentaux. Les informations relayées par RIA Novosti et confirmées par des canaux d'analyse indépendants montrent un enchaînement très précis. Identification du lancement d'un missile HIMARS, suivi de la trajectoire par drone, puis frappe ciblée sur la zone de déploiement, près de Novo-Bakhmetyevo. On parle ici d'une opération à environ 45 km, voire davantage si le drone n'a pas été lancé depuis la ligne de contact. Cela démontre une montée en gamme très nette des capacités de reconnaissance et de frappe russe. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas seulement un système qui est détruit, mais tout un mythe opérationnel qui vacille. Exactement. Le HIMARS repose sur une logique simple. Frapper loin, vite, puis se redéployer avant toute riposte. Or, la Russie montre qu'elle est désormais capable de casser cette dynamique. Et ce n'est pas anodin. Chaque système HIMARS représente plusieurs millions de dollars, sans compter les munitions guidées, dont la portée peut atteindre 80 km. En neutraliser un, c'est infliger une perte matérielle, psychologique et symbolique majeure. Et cette destruction s'inscrit dans une séquence plus large. Absolument. Entre le 17 et le 23 janvier, Moscou revendique une série d'attaques coordonnées sur plus de 140 districts. Dépôts de munitions, carburant, sites de production, centres de stockage de drones longue portée, tout ce qui permet à l'Ukraine de mener une guerre en profondeur a été ciblé. Ce n'est pas une attaque de routine, c'est une campagne méthodique. Le message est clair, priver Kiev de sa capacité à frapper loin, tout en forçant l'Ukraine à disperser, voire à reculer ses systèmes les plus précieux. Autrement dit, la Russie ne cherche pas seulement à gagner du terrain, mais à rendre la guerre matériellement intenable pour son adversaire. C'est exactement cela. On assiste à une guerre d'usure assumée, pensée dans le temps long,
où chaque frappe vise moins l'effet immédiat que l'épuisement progressif de la machine de guerre ukrainienne, et par extension de celle de ses alliés occidentaux. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Ce terme de missile zombie intrigue, voire amuse, mais derrière l'expression se cache une réalité beaucoup plus sérieuse. De quoi parle-t-on exactement, Jean? Et pourquoi ces missiles, que l'on disait obsolètes, reviennent-ils soudainement au centre du jeu? Le terme est volontairement imagé, mais il décrit assez bien la logique russe. Les missiles zombies désignent principalement des missiles solaires soviétiques ou russes de générations anciennes, comme les 5V55 ou les 48N6, initialement conçus pour les systèmes de défense aérienne S-300 et S-400. En temps normal, ces missiles sont destinés à intercepter des cibles aériennes. Or, Moscou a décidé de les recycler, de les transformer en missiles sol-sol ou en appât offensif, sous des versions modernisées comme le RM-48U. Donc, on parle d'armes qui n'étaient pas censées frapper des cibles au sol? Exactement, et c'est là toute l'astuce. Ces missiles ne brillent pas par leur précision contre des cibles terrestres. Moscou ne s'en cache d'ailleurs pas, mais leur intérêt est ailleurs. Premièrement, ils existent en grande quantité dans les stocks russes. Deuxièmement, ils coûtent beaucoup moins cher que des missiles de croisière modernes. Et troisièmement, c'est le point clé, ils obligent l'Ukraine à utiliser des missiles de défense aérienne extrêmement coûteux pour les intercepter. On est donc dans une logique d'attrition économique? Totalement. Prenons un chiffre très parlant. Volodymyr Zelensky lui-même a reconnu qu'une seule nuit d'attaque avait coûté à l'Ukraine environ 80 millions d'euros en missiles de défense aérienne. Or, intercepter un missile RM-48U avec un Patriot ou un NASAMS, c'est un non-sens économique sur le long terme. Moscou le sait, et c'est précisément ce déséquilibre qu'elle exploite. Autrement dit, même si le missile est imprécis ou n'emporte parfois qu'une charge limitée, il remplit sa mission. Parfaitement. Qu'il touche ou non sa cible devient presque secondaire. L'essentiel est qu'il force Kiev à activer ses radars, à lancer des intercepteurs, à consommer des stocks occidentaux déjà sous tension. Certaines analyses indiquent même que certains de ces missiles pourraient être utilisés comme de simples appâts, sans ogive, pour saturer les défenses. C'est une guerre d'usure dans sa forme la plus pure. Et pendant ce temps-là, les missiles plus modernes, eux, restent disponibles pour des frappes décisives. Exactement. La Russie réserve ses missiles de croisière Calibre ou Iskander pour des cibles à très haute valeur stratégique. Infrastructures énergétiques, nœuds ferroviaires, centres industriels. Les missiles zombies, eux, servent à préparer le terrain, à épuiser l'adversaire, à désorganiser sa défense. C'est une répartition des rôles très rationnelle. On comprend mieux pourquoi certains parlent d'un déséquilibre tactique croissant. Oui, parce que cette stratégie ne vise pas seulement l'Ukraine, elle vise aussi ses soutiens. Chaque missile de défense aérienne tiré par Kiev est un missile de moins dans les arsenaux occidentaux. Et ces arsenaux ne sont pas infinis. La Russie, en recyclant ses stocks anciens, transforme ce que l'Occident considérait comme une faiblesse des armes obsolètes en un avantage stratégique majeur. Au-delà du champ de bataille, il faut bien comprendre le message que Moscou cherche à envoyer. Ces frappes massives, l'utilisation des missiles zombies, ce n'est pas seulement une démonstration de force tactique, n'est-ce pas ? Exactement, Claire. L'objectif stratégique est multiple. D'abord, il y a un signal clair adressé à l'OTAN. La Russie peut frapper profondément derrière les lignes ennemies, épuiser les systèmes occidentaux de défense aérienne et continuer sa guerre longue. Cela fragilise le modèle d'assistance militaire que l'Occident tente de maintenir pour Kiev. Chaque missile en RM-48U ou 5V55 lancé oblige les Ukrainiens à mobiliser des systèmes coûteux, souvent plus chers que le missile russe lui-même. C'est une logique d'usure délibérée. Donc, Moscou cherche à montrer que l'aide occidentale n'est pas inépuisable. Exact. Et ce signal ne s'adresse pas qu'à l'OTAN. Il est également pensé pour le Sud global. Les pays émergents, souvent sceptiques vis-à-vis de l'hégémonie américaine, observent cette asymétrie. La Russie démontre qu'il existe une alternative au contrôle occidental.
qu'un État peut protéger ses intérêts même face à la première puissance militaire mondiale. Cela participe à sa narration de guerre longue, où chaque action est calculée pour maintenir un avantage stratégique sur la durée. Et sur le plan militaire, cette guerre d'usure, elle atteint quel seuil de soutenabilité pour l'Occident ? C'est là que la stratégie devient subtile. En forçant l'Ukraine à consommer ses ressources de défense aérienne pour intercepter des missiles à pas, Moscou impose un coût économique et logistique continu. Sur le long terme, cela peut peser sur la décision des alliés occidentaux de continuer à livrer des systèmes coûteux et sophistiqués. C'est un calcul psychologique et économique. Montrer qu'un conflit prolongé ne sera jamais indolore pour l'Occident. Donc, chaque attaque n'est pas seulement militaire, mais aussi diplomatique et symbolique. Exactement. La Russie transforme chaque frappe en message politique, en démonstration de résilience et en outil de pression sur la communauté internationale. La guerre devient un instrument de recomposition géopolitique où la perception, la durée et l'usure comptent autant que les impacts immédiats sur le terrain. Jean, si on prend du recul, quelles sont les conséquences de ces frappes pour la crédibilité militaire américaine et pour la perception de ces systèmes livrés à Kiev ? Claire, c'est un point crucial. La destruction d'un système HIMARS et de dépôts d'armes ukrainiens, même si cela peut sembler ponctuel, révèle une vulnérabilité importante. Les systèmes sophistiqués fournis par les alliés occidentaux ne sont pas invulnérables. Et ce qui frappe, c'est la capacité russe à neutraliser ces équipements sans déployer de force massive. Un missile zombie ou un drone kamikaze peut compromettre des millions d'euros de matériel en quelques heures. Cela interroge directement sur l'efficacité réelle des livraisons occidentales et sur la capacité de Kiev à maintenir une posture défensive prolongée. Et sur le plan symbolique, cette capacité à frapper en profondeur avec des armes adaptées et des coups maîtrisés, que traduit-elle pour le monde ? C'est un message fort. La guerre devient un instrument de recomposition mondiale. Moscou démontre que la puissance ne se mesure plus uniquement à la taille de l'arsenal ou au budget militaire, mais à la capacité d'exploiter les failles stratégiques et économiques adverses. L'effet est double. Déstabiliser la confiance occidentale tout en consolidant son image de puissance résiliente aux yeux des alliés et des pays émergents. Donc, la lecture géopolitique dépasse largement l'Ukraine. Oui, chaque attaque est à la fois militaire, économique et symbolique. C'est une démonstration de maîtrise stratégique qui reconfigure les rapports de force sur plusieurs plans, militaires, diplomatiques, économiques et même psychologiques. Moscou impose sa temporalité et rappelle que la guerre moderne ne se limite plus à des champs de bataille traditionnels, mais s'étend à la perception globale des rapports de puissance. Si l'on résume, nous assistons à une démonstration d'une Russie capable de transformer chaque opération militaire en message stratégique, tout en épuisant les ressources adverses. Absolument, Claire. La combinaison des missiles zombies, des frappes ciblées sur les systèmes HIMARS et des dépôts de munitions crée une dynamique où le facteur temps et l'économie de ressources deviennent des armes à part entière. La Russie joue sur la longueur, la répétition et la symbolique de chaque action. Et pour l'Occident, la question est, jusqu'où peut-il maintenir son soutien militaire sans voir s'affaiblir sa crédibilité ou son influence stratégique ? C'est exactement l'enjeu. L'Occident doit recalibrer ses choix, car chaque livraison de matériel sophistiqué peut être neutralisée par des moyens relativement peu coûteux. Cela remet en cause la logique traditionnelle de supériorité militaire. On voit donc que la guerre moderne s'inscrit à la fois dans l'économie, le droit, la technologie et la perception internationale. Un conflit n'est plus seulement une confrontation directe, mais une série de messages adressés au monde entier. Oui, et cette approche pourrait se généraliser à d'autres zones de tension où la Russie ou d'autres acteurs cherchent à tester les limites de l'Occident. La géopolitique contemporaine devient subtile, asymétrique et plus psychologique que jamais. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles analyses.